Et si la prochaine secousse mondiale ne naissait pas de Wall Street ni de Pékin, mais s'annonçait depuis les étendues brûlantes de la Libye et du Sahel? Oubliez les vieux schémas. Loin des projecteurs, une alliance insoupçonnée grandit, capable de faire trembler Washington et Bruxelles jusqu'à leur fondation. Ce n'est pas un simple retour politique, c'est le surgissement inattendu de la famille Kadhafi, porté par une mémoire collective attisée par 14 années de chaos, d'humiliation et de pillage. Les fils de Kadhafi, autrefois considérés comme des reliques du passé, sont revenus. Mais ils ne sont plus seuls. À leur côté, des milliers de membres des tribus libyennes, longtemps écrasées et dépossédées, relèvent la tête. Leur colère a mûri dans l'ombre. Elle se mêle à celle des nouveaux révolutionnaires du Sahel, ces jeunes officiers et ces peuples qui refusent de brader leur avenir pour quelques barils de pétrole ou poignées d'uranium. En coulisses, un pacte secret prend forme. Il unit Tripoli à Bamako, Misrata à Ouagadougou. C'est l'alliance de deux flancs blessés du continent, décidés à briser la mainmise étrangère et à reprendre le contrôle de leurs terres, de leurs richesses et de leur destin. C'est cette union qui hante les élites occidentales. Car si elle aboutit, c'est tout l'ordre mondial qui menace de vaciller. Le dollar américain, socle du commerce international, risque de perdre sa couronne. Les matières premières, qui tiennent à flot les économies européennes et américaines, pourraient ainsi voir leur prix s'envoler. Fini le pétrole ou le coton bradé, fini les contrats à sens unique imposés depuis Paris, Londres ou Washington. Mais il y a pire. Pour des millions de foyers à Paris, Berlin ou Montréal, cela veut dire factures qui explosent, emplois menacés, inflation galopante. Le confort occidental, bâti sur le pillage des ressources africaines, pourrait s'effondrer. Pour l'Afrique, sans toutefois, c'est la promesse d'une dignité retrouvée, d'un avenir à réinventer. Ce qui se joue ici n'est pas une simple crise lointaine. C'est peut-être le début d'un basculement historique capable de bouleverser votre quotidien où que vous viviez sur la planète. Pourquoi cette alliance fait-elle si peur à l'Occident? Pour le comprendre, il faut revenir à ce qui a été perdu, à cette mémoire que ni bombe ni propagande ne peuvent effacer. Car c'est là, au cœur des souvenirs des peuples, que se niche la clé du renouveau africain. Pour saisir les racines de cette alliance, il faut plonger dans l'histoire récente, là où les blessures et les rêves inachevés dessinent le présent. Retour sur 14 années de chaos et d'espoir brisé. Avant d'imaginer l'avenir, il faut marcher dans les décombres du passé. Souviens-toi de la Libye d'avant 2011, un pays où l'électricité, la santé, l'éducation et le logement étaient gratuits. Aucun créancier étranger ne dictait sa loi. Omar, ingénieur hier, taxi épuisé aujourd'hui, se rappelle du temps où remplir le réservoir ou envoyer son fils à l'université n'était pas un luxe. Les hôpitaux soignaient sans facture. Partir se faire opérer à l'étranger était un droit, non un privilège réservé à quelques-uns. Pour bien comprendre la portée de ce que fut la Libye, arrêtons-nous sur quelques exemples concrets. Sous Kadhafi, chaque couple qui se mariait recevait une aide financière de 50 000 $ pour acheter un appartement et fonder une famille. Les étudiants libyens partaient étudier à l'étranger, tous frais payés, et ceux qui nécessitaient des soins médicaux spécialisés étaient envoyés dans les meilleurs hôpitaux d'Europe, sans que la famille n'ait à débourser un centime. Le logement social était une réalité, avec des villes nouvelles construites pour loger les familles ouvrières. L'accès à l'eau potable dans un pays de désert avait été garanti grâce au grand fleuve artificiel, un projet titanesque d'irrigation qui avait permis à des millions de Libyens de cultiver leurs terres. Ce modèle, unique en Afrique mais aussi dans le monde arabe, avait permis à la Libye d'atteindre le plus haut indice de développement humain du continent. Les routes étaient entretenues, les villes prospéraient, et le sentiment d'appartenance à une nation forte, indépendante, animait toutes les générations. Aucune dette extérieure n'entravait le pays. La Libye ne devait rien au FMI, rien à la Banque mondiale. C'est un cas exceptionnel dans le monde moderne, où même les États-Unis croulent sous la dette publique. Tout cela a été balayé en quelques semaines. L'intervention de l'OTAN a frappé non seulement des bâtiments, mais aussi des rêves. Le grand fleuve artificiel, prouesse d'ingénierie pour irriguer le désert, a été réduit en ruines. L'or de la Libye s'est évaporé, tout comme la promesse d'une monnaie africaine indépendante. Les banques ont été pillées, les marchés inondés d'armes, la peur s'est installée partout. Pour illustrer l'ampleur du désastre, prenons un exemple. Omar, notre ingénieur devenu chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il doit faire la queue pendant 3 jours devant sa banque pour retirer quelques dinars à cause du manque de liquidité. Les coupures d'électricité atteignent 12 heures par jour, même dans la capitale, Tripoli. La criminalité a explosé,
Des milices armées contrôlent les quartiers, rackettent les commerçants, et la peur règne sur les routes. Les marchés aux esclaves, où des migrants africains sont vendus, rappellent la face la plus sombre du chaos post-intervention. Là où autrefois la sécurité était la règle, l'anarchie s'est installée. Aujourd'hui, Tripoli endure des coupures d'électricité de 12 heures par jour. Les milices contrôlent les rues et le chaos s'étend jusque sur les marchés où, au XXIe siècle, des hommes sont vendus comme esclaves. Le monde dit civilisé détourne le regard, lui qui prêchait hier les droits humains. Où sont passées les promesses de liberté, de justice, de dignité? La réalité, c'est qu'on a confondu libération et liquidation. Derrière la façade démocratique, le pillage a triomphé et la dignité d'un peuple a été sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers. Mais la mémoire est un rempart contre lequel se brisent les mensonges. Chaque panne de courant, chaque racket à un checkpoint, ravive chez Omar le souvenir d'une époque où la vie avait un sens. Ce passé n'a pas disparu. Il nourrit aujourd'hui le ressentiment et la volonté de ne plus jamais subir. Pour comprendre ce qui se prépare, il faut mesurer l'ampleur de ce qui a été perdu. Derrière chaque statistique, il y a des vies, des Omars, des familles brisées, une dignité piétinée. Le vrai danger, c'est d'accepter la version officielle, de tourner la page sans regarder le sang sécher sous l'encre. Oublier, ce serait offrir une seconde victoire à ceux qui ont détruit un pays et renoncé à toute renaissance. Mais la résilience n'est pas une fin. Ce qui s'annonce dépasse la nostalgie. Une vague monte capable de tout emporter. Au nord comme au sud, d'anciens ennemis s'observent et s'organisent en silence. Une alliance inattendue est en train de naître, et elle pourrait bien bouleverser l'ordre du monde. Ce que les puissances occidentales n'avaient jamais anticipé. L'on peut faire disparaître un homme, mais jamais une mémoire collective. En Libye, la mémoire de la dignité perdue survit à toutes les guerres. Après plus de 10 années de chaos, d'humiliation et d'ingérences étrangères, un mouvement inattendu surgit. Le retour du clan Kadhafi. Hannibal, longtemps effacé, réapparaît comme un symbole fragile. Mais c'est surtout Saïf al-Islam, le fils préféré, qui cristallise l'espoir d'un peuple désabusé. Autour d'eux, un phénomène plus déroutant encore s'opère. D'anciens ennemis, bourreaux d'hier ou délateurs, deviennent aujourd'hui gardiens. Ceux qui acclamaient la chute du régime défendent désormais les héritiers, convaincus que la Libye post-révolution n'a offert que misère, pillage et insécurité. La popularité de Saïf al-Islam s'envole. À Tripoli, Sirte, Benghazi, son nom circule comme une promesse de stabilité retrouvée, de fierté nationale et de contrôle sur les richesses du pays. Cette ferveur inquiète au plus haut point l'Organisation des Nations Unies et les capitales occidentales. Elles refusent obstinément sa participation à des élections libres, car elles redoutent un verdict sans appel, la victoire écrasante d'un homme qu'elles voulaient effacer de l'histoire. Mais derrière ces figures, c'est la vraie colonne vertébrale du pays qui s'active, les tribus. Warfala, Magara, Gaddafa et tant d'autres détiennent un pouvoir d'influence qu'aucun diplomate étranger ne saisira jamais. Tissées de serments, de loyauté ancestrale et de douleurs partagées, ces tribus forment le socle invisible de la Libye contemporaine. Aujourd'hui, ce soft power tribal ébranle l'État fantoche imposé par l'étranger. Alors que les gouvernements successifs, adoubés par Paris, Londres ou Washington, échouent à sécuriser même la capitale, les chefs tribaux, eux, imposent des trêves, protègent les civils et garantissent l'accès à l'eau ou à l'électricité. Là où l'État officiel s'effondre, la solidarité tribale relève le pays. Ignorer cette réalité, c'est risquer un basculement total. Les analystes occidentaux, hypnotisés par la diplomatie de salon, oublient que le vrai pouvoir s'exerce la nuit sous les tentes, loin des regards. Si ces réseaux tribaux décident de soutenir le retour des Kadhafi, ou même d'appuyer une insurrection pacifique, c'est tout l'équilibre politique, économique et militaire du Maghreb qui pourrait s'inverser du jour au lendemain. Déjà, les signes d'un réveil historique se multiplient. Des caravanes relient le Fezzan au Sahel, des alliances qui se nouent par-delà les frontières héritées de la colonisation, entre fils du désert et héritiers de la révolution trahie. La Libye n'est plus ce laboratoire du chaos que l'Occident croyait manipuler. Elle redevient le cœur battant d'une Afrique qui, bientôt, pourrait décider de ne plus vendre son or noir pour des dollars. Mais ce qui se trame au sud du Sahara dépasse la seule Libye. Une alliance inédite se dessine, capable de menacer l'ordre établi et d'ouvrir la voie à une Afrique souveraine. Et si la plus grande révolution africaine naissait d'une simple ligne tracée sur une carte? Imaginez, une jonction inédite entre la Libye du Nord et les terres du Sahel au Sud. Ce n'est pas un fantasme, mais le cauchemar éveillé de l'Occident.
Au centre de ce bouleversement, le capitaine Ibrahim Traoré incarne la rupture. Héritier du rêve sankariste, il a osé chasser les troupes françaises du Burkina Faso, reprendre le contrôle des mines d'or et de manganèse et lancer ce cri à la jeunesse « Reprenez ce qui vous appartient ». Sous sa direction, le Burkina Faso, le Mali et le Niger fondent l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Certains la surnomment déjà l'OTAN africain. Une coalition dirigée par des officiers de moins de 40 ans, soudés par le refus de la France-Afrique, déterminés à unir leurs forces contre toute ingérence. Pourtant, le Sahel, fort de sa jeunesse et de ses richesses, or, uranium, terre fertile, reste prisonnier de sa géographie. Sans accès à la mer, chaque tonne de minerai, chaque baril de pétrole doit franchir des centaines de kilomètres hostiles pour atteindre les marchés mondiaux. Sans débouchés maritimes, l'indépendance demeure un mirage. Tout bascule avec le retour des héritiers de Kadhafi en Libye. Depuis le chaos de 2011, le pays cherche son cap. Mais une idée refait surface. Transformer la frontière libyo-sahélienne en corridor stratégique. Imaginer des rails, des pipelines, reliant ports libyens et capitales sahéliennes, hors de tout contrôle occidental. Le projet le plus explosif, le corridor or-pétrole. Un échange direct, l'or du Sahel contre l'énergie libyenne, sans dollars, sans banques européennes. Pas d'intermédiaire, pas de commission, pas de FMI, un troc sophistiqué capable de contourner les sanctions et d'imposer de nouvelles règles monétaires. Pour mieux saisir la portée de ce projet, rappelons-nous du Transsaharien, un rêve ancien d'infrastructures reliant l'Algérie au Nigeria. Jamais achevé, il fut freiné par les rivalités, la corruption et les pressions étrangères. Le corridor or-pétrole, lui, serait la première réalisation d'une Afrique par elle-même, pour elle-même. Imaginez des convois de camions, des trains de minerais, des oléoducs serpentant sous le sable, gardés par des forces africaines, invulnérables aux ingérences étrangères. Voilà un précédent historique. Côté défense, l'AES et la Libye envisagent déjà la création de brigades mixtes, de bases partagées, d'une logistique commune. Un corridor sécurisé, protégé par des Africains, inaccessible aux drones et commandos étrangers. À Paris et à Washington, la panique s'installe. Si ce corridor voit le jour, les pipelines méditerranéens pourraient se tarir en quelques semaines. L'Europe, privée de ses minerais et de ses hydrocarbures bon marché, serait forcée de négocier au prix fort. Ce serait la fin du monopole, la chute de l'édifice colonial en quelques années. Mais l'enjeu va bien au-delà. Cette alliance menace le cœur du système financier occidental, le pétrodollar. Si l'or et le pétrole circulent hors dollar, un précédent irréversible naît. L'Afrique prouve qu'unie, elle peut enfin disposer de ses richesses. Pour mesurer la portée géopolitique du corridor hors pétrole, comparons avec l'Iran et l'Irak qui, dans les années 2000, avaient tenté de vendre leur pétrole en euros. Les pressions, les sanctions puis la guerre avaient balayé cette tentative. L'Afrique, en s'unissant, pourrait réussir là où d'autres ont échoué, car elle dispose à la fois de l'or, du pétrole, de la jeunesse et d'une masse critique de population. Ce pacte dépasse la simple économie ou les frontières. Il pose une question fondamentale. Qui contrôle la monnaie ? Qui décide du prix de l'énergie ? Qui fixe les règles du jeu mondial ? L'Afrique, longtemps dépossédée, veut reprendre la main. Et pour la première fois depuis des décennies, le rêve d'émancipation devient une menace tangible pour l'ordre établi. Mais cette alliance naissante n'est pas sans fragilité. Au cœur du dispositif, un risque inattendu pourrait tout faire basculer, la monnaie. Voilà la véritable arme nucléaire de cette alliance secrète. Peu de gens réalisent à quel point notre monde repose sur un fil invisible, le dollar américain. Depuis les années 70, cette monnaie règne sans partage, non parce qu'elle serait la plus fiable, mais parce qu'elle essaie la seule acceptée pour acheter le pétrole. C'est la logique implacable du pétrodollar. Les pays du Golfe, l'OPEP, tous vendent leur pétrole exclusivement en dollars, forçant la planète entière à stocker cette devise, à l'utiliser pour commercer, à dépendre de la finance américaine. Ce système a permis aux États-Unis de vivre largement au-dessus de leurs moyens, d'imprimer des montagnes de billets, de profiter d'un crédit presque infini sur le dos du reste du monde. L'Occident a bâti sa prospérité sur cette pyramide monétaire, s'assurant un accès bon marché à l'énergie, aux matières premières, aux innovations et à la puissance militaire. Mais cette domination ne tient qu'à une chose, la confiance dans le dollar. C'est précisément cette confiance que Kadhafi a voulu dynamiter. Sa révolution monétaire était aussi simple que foudroyante, créer un dinar africain adossé à l'or. À l'époque, la Libye possédait près de 143 tonnes d'or, plus que beaucoup de pays européens. L'idée ?
vendre le pétrole libyen non plus en dollars mais en dinars or, obligeant les acheteurs à se procurer de l'or et non plus de la monnaie papier. Ce projet représentait une menace existentielle pour le système du pétrodollar. Si l'Afrique puis le Moyen-Orient avaient en suivi, la demande mondiale de dollars se serait effondrée. L'Occident aurait perdu son levier économique suprême. Beaucoup pensent que ce fut cette audace, et non une quête de démocratie, qui scella le sort de Kadhafi en 2011. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, l'alliance entre l'AES et la Libye ressuscite ce vieux rêve. Le Sahel détient les plus grandes réserves d'or inexploitées d'Afrique. La Libye, elle, contrôle le pétrole. Pour la première fois depuis des décennies, les ingrédients sont réunis pour créer une monnaie africaine solide, adossée à des richesses réelles, non à la dette ou à la spéculation des marchés. Imaginez les conséquences. Si cette monnaie voyait le jour, la demande mondiale de dollars pourrait s'effondrer en quelques années. Les États-Unis seraient forcés d'imprimer encore plus de billets pour rembourser leurs dettes, déclenchant une hyperinflation. Les capitaux fuiraient vers l'Occident, les taux d'intérêt exploseraient, les économies dévisseraient. Ce serait une crise sociale et économique majeure, pouvoir d'achat en chute libre, coût de la vie qui explose, épargne anéantie. Pour la première fois depuis 5 siècles, le centre de gravité économique pourrait basculer. L'Afrique, longtemps pillée, garderait ses richesses et investirait dans sa propre renaissance. Pour rendre cette perspective encore plus concrète, prenons l'exemple de la crise asiatique de 1997. Lorsqu'un effondrement de confiance a frappé le baht thaïlandais, la panique s'est propagée à toute la région, provoquant faillite en chaîne, ruine d'épargnants et explosion du chômage. Imaginez cette contagion à l'échelle mondiale, mais centrée cette fois sur le dollar américain. C'est le scénario que redoutent les banques centrales européennes et américaines. Ignorer cette mutation, c'est risquer de se réveiller dans un monde où les règles que nous croyons éternelles s'effondrent. Familles, entreprises, États entiers verraient disparaître en quelques mois des certitudes forgées depuis plusieurs générations. Voilà la bombe silencieuse que l'Occident redoute plus que toutes les armées du monde. Mais ce projet titanesque n'est pas sans obstacle. Dans l'ombre, d'autres forces s'activent pour empêcher l'Afrique de s'emparer de son destin. On peut bâillonner un individu, mais jamais une prise de conscience. L'histoire ne gomme pas les vérités que certains cherchent à enfouir. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la géopolitique ou les rivalités de puissants. Il s'agit de mémoire, de regard et de responsabilité partagée. Détourner les yeux, céder à l'indifférence ou à la lassitude, revient à devenir complice d'un jeu cynique. Celui où la dignité humaine, la justice et la souveraineté sont sacrifiés sur l'autel des profits. La possible émergence d'une Afrique souveraine, l'audace d'une alliance qui défie l'ordre mondial et la domination du dollar posent une question universelle. Il ne s'agit plus de choisir un camp lointain. Les conséquences nous touchent tous, que l'on vive à Ouagadougou, à Bamako, à Paris ou à New York. L'effondrement du système actuel signifierait bien plus que la perte de privilèges occidentaux. Ce serait un séisme pour notre quotidien, notre pouvoir d'achat, nos emplois, nos retraites, la stabilité de nos sociétés. Pour des millions d'Africains, ce serait la possibilité d'écrire enfin leur histoire. Derrière chaque baril de pétrole volé, chaque kilo d'or disparu, chaque monnaie imposée, ce sont des vies entières qui oscillent entre survie et dignité. Ce sont des familles comme celle d'Omar qui se rappellent un temps où l'électricité et l'eau étaient bons des droits. Ce sont des enfants qui grandissent dans la crainte ou l'espoir, selon que les décisions sont prises à Londres, à Washington ou chez eux. L'Occident redoute cette prise de conscience car elle menace un modèle fondé sur la dépendance et le contrôle. Mais la véritable force d'un peuple réside dans sa mémoire, dans sa capacité à se souvenir de ce qu'il a perdu et de ce qu'il peut reconquérir. Les bombes détruisent des ponts, mais jamais la nostalgie d'une dignité volée. Tant qu'il y aura des témoins, tant qu'il restera des regards qui refusent de se détourner, l'idée d'une Afrique unie et libre continuera de hanter les puissants. Ne vous laissez pas endormir par les récits officiels ou les discours médiatiques. Il ne s'agit pas de défendre une famille ou un système, mais de comprendre les rouages cachés, les intérêts enfouis, d'oser regarder l'histoire en face. Notre rôle, même modeste, commence par la vigilance, le refus de l'indifférence, la solidarité avec ceux qui osent encore rêver d'un monde plus juste. Car si nous nous contentons d'être spectateurs, si nous laissons l'histoire se répéter sans rien dire, nous offrons aux puissants carte blanche pour agir dans l'ombre. Être passif, c'est ouvrir la porte à l'injustice, à la manipulation, à la négation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On peut censurer un homme, manipuler les faits, étouffer une vérité.
Mais on ne pourra jamais faire taire une prise de conscience collective. Refusons que l'oubli, la fatigue ou le cynisme scellent l'avenir d'un continent et du monde tout entier. Pour ceux qui se demandent que faire face à ce basculement, retenez ces pistes concrètes. Informez-vous auprès de sources africaines, soutenez les projets d'éducation et d'entrepreneuriat locaux, exigez la transparence sur l'origine des matières premières dans vos achats quotidiens. Engagez-vous dans des pétitions pour une politique étrangère éthique. Discutez de ces enjeux autour de vous car la prise de conscience est le premier rempart contre la répétition de l'histoire. Ce n'est qu'en tissant des liens, en refusant de fermer les yeux, que nous pouvons espérer voir naître un ordre mondial plus juste où chaque continent décide de son destin. L'histoire de la Libye et du Sahel n'est pas seulement celle d'une région, mais celle de notre humanité tout entière, à la croisée des chemins. À vous de choisir si vous serez simple spectateur ou acteur du changement.